Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'exercice numéro 16. Tout d'abord, je voudrais vous remercier à ceux qui se sont abonnés. On est de plus en plus nombreux, on s'approche des 500 abonnés. Et je voudrais demander par conséquent à ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui découvrent la chaîne de bien vouloir s'abonner, ça me fera super plaisir. Et de aussi laisser un petit commentaire, ça peut être n'importe quoi, un merci, un petit message d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Du coup voilà, on va reprendre l'exercice numéro 16. On avait déjà commencé une première fois où j'avais défini c'était quoi des isomères de constitution ou structurelle, et on se souvient qu'il y avait deux types d'isomères principaux, ceux-là que je viens de citer, mais également des stéréoisomères ou isomères spatiaux. Du coup, dans l'exercice précédent, on avait défini dans ces isomères de constitution ce que sont notamment ces sous-sections d'isomères de chaîne, isomères de position et isomères de fonction, et on avait fait également un petit exercice, je ne reviens pas là-dessus, il y a une vidéo dédicacée à ceci. Et cette fois-ci, on va passer sur le deuxième type d'isomères principaux, à savoir des stéréoisomères ou isomères spatiaux. Comme dans la vidéo précédente, je vais donner une petite définition de ce que sont des stéréoisomères ou isomères spatiaux. Les stéréoisomères ont la même formule développée, mais diffèrent par l'orientation spatiale des atomes. Dans le cas précédent, lorsqu'on regardait les isomères de constitution, c'était des connectivités différentes. Ici, pour cette deuxième famille, on va garder les mêmes connectivités, mais on va avoir des réarrangements spatiaux différents, c'est-à-dire que les molécules vont être orientées différemment dans l'espace. Et donc, il y a également différentes sous-sections dans cette famille de stéréoisomères, notamment les isomères de conformation, mais également les isomères de configuration et également des énantiomères et diastéréoisomères qu'on appelle isomérie optique. Mais on va commencer par cette première famille que sont les isomères de conformation. On va aller très très vite pour celui-là, mais avant ça, je tire votre attention sur cette formule ici qui est très importante. Je vais mettre ça correctement. Tac tac, voilà. Cette formule qui est très importante, si à un examen on vous demande de donner le nombre de stéréoisomères d'une molécule, eh bien, il faut que vous vous rappelez que la formule c'est 2 exposant n, et n c'est quoi? Je vais écrire ici, c'est le nombre de carbone asymétriques. Et là, tu dois te dire peut-être, c'est quoi des carbones asymétriques? C'est des carbones qui ont 4 substituants différents. Par exemple, on a un carbone, voilà, on a un carbone ici, eh bien, on doit tout simplement avoir 4 substituants différents, ça peut être n'importe quoi. On appelle également ces centres asymétriques des centres chiro, c'est exactement pareil. On va maintenant passer sur cette première sous-section, que sont les isomères de conformation. Ce sont des molécules qui diffèrent par la rotation autour d'une liaison simple. Ces rotations sont rapides, réversibles, et il ne faut pas casser la liaison, comme je l'ai dit auparavant. Du coup, on va regarder dans ce cas-ci deux exemples. On a ici un alcane. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une liaison ici simple carbone-carbone entre un carbone numéro 1 et un carbone numéro 2. Pareil ici, on a une liaison simple carbone numéro 1, carbone numéro 2, et il faut savoir qu'on peut mettre cette molécule en perspective et le regarder sous un autre angle. On a le carbone numéro 1 ici et le carbone numéro 2 ici, et on se rappelle que ce sont ces carbones-ci. Et donc, si on regarde sous cette perspective ici, c'est comme si en fait on mettait notre point de vue à ce niveau-là et on regardait comme ceci. Voilà. Et ici, on va donc avoir le premier carbone qui est là, et le deuxième carbone va forcément être derrière si on se met sous cet angle-là pour regarder la molécule. Et ceci, en fait, revient exactement à faire cette annotation qu'on appelle ici conformation. Et dans ces types de conformations, on a notamment des conformations qu'on appelle éclipsées. Ici, c'est une conformation éclipsée, je vais expliquer pourquoi. Et plus bas en dessous, c'est une conformation décalée, et ça, je vais également expliquer pourquoi. Et pourquoi on dit que c'est une conformation éclipsée? Parce que si on regarde à ce niveau-là, je vais prendre une autre couleur, on avait donc ce carbone ici, et les 3 liaisons qui sont orientées de cette manière-ci. Si on regarde au niveau du prolongement ici, on a ce carbone-là, et les 3 atomes qui relient ce carbone sont orientés dans le même sens, comme tu peux le voir à ce niveau-là. Ce qui fait que si on se met à ce point de vue, on va en fait avoir la liaison de devant qui va cacher la liaison de derrière. C'est pour ça qu'on appelle ceci conformation éclipsée. Et ceci représente parfaitement cette représentation, on va dire d'une autre manière. On a donc, je vais prendre le même code couleur, on a donc le premier carbone devant,
avec ces 3 liaisons, ici. Et derrière, en fait, pour symboliser l'autre carbone, on va faire un cercle et on va dessiner des liaisons, pas exactement parfaitement à l'arrière, sinon on ne verrait pas, mais on va le mettre un peu décalé comme ceci, mais c'est toujours éclipsé. Et on a donc ces liaisons derrière comme ceci. Et ceci, c'est la conformation éclipsée. Si on regarde maintenant l'autre molécule du bas, on a le premier carbone, le deuxième carbone, on a donc la liaison à ce niveau-là, on regarde toujours en termes de point de vue à ce niveau-là, on regarde la molécule comme ceci, et donc on va avoir le deuxième carbone derrière, les 3 liaisons à ce niveau-là, mais si on fait le prolongement de cette liaison-ci, en fait, on voit qu'elle ne cache finalement aucune liaison derrière, parce qu'on a fait une rotation de cette liaison à ce niveau-là. On va donc avoir une nouvelle conformation qui sera cette fois-ci, comme tu peux le voir, décalée. C'est-à-dire que des liaisons de devant ne vont plus cacher des liaisons de derrière au travers des 2 carbones, le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. C'est tout simplement ceci que veut dire conformation éclipsée et décalée. Et ce que tu verras dans tes cours aussi, c'est qu'elles ont des niveaux d'énergie différents, certaines sont plus stables, etc. Et qu'on peut continuer à faire tourner cette liaison de différentes manières possibles. Donc maintenant, on va passer à au deuxième type, ici, de stéréoisomères. On a vu des isomères de conformation. Maintenant, on va voir des isomères de configuration. Ces isomères de configuration sont beaucoup plus simples que le cas précédent. Le cas précédent, on demandait un peu des capacités de vision tridimensionnelle en 3D. Ici, ça va être plus simple, comme je viens de dire. On va imaginer une ligne imaginaire qui coupe ces 2 molécules comme ceci. La première chose à savoir d'abord pour ce type de configuration, isomère de configuration, c'est qu'on va s'intéresser aux composés de type alcène. Pour rappel, un alcène, c'est une molécule qui a une double liaison entre 2 atomes de carbone. Et c'est le cas ici, on a bien notre double liaison à ce niveau-là et notre double liaison à ce niveau-là. Donc, maintenant que j'ai tracé ici, que j'ai plutôt coupé la molécule en 2, ou plutôt mis un plan, comme une image miroir, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le type de substituants qu'il y a autour, et surtout, on va s'intéresser au nombre atomique Z qu'on peut retrouver dans le tableau périodique. Et si on compare, par exemple, je vais prendre du vert, l'atome de chlore, avec l'atome d'hydrogène, tu seras d'accord que le nombre Z de l'atome de chlore est plus grand que le nombre Z de l'atome d'hydrogène. Autrement dit, le numéro atomique du chlore est plus élevé que celui de l'atome d'hydrogène, donc cet élément-là est beaucoup plus lourd. Et celui-ci, beaucoup plus léger. En fait, lorsqu'on a les 2 atomes, c'est-à-dire ce chlore-là et ce chlore-là, les 2 atomes qui sont les plus lourds, qui sont du même côté du plan, c'est-à-dire du même côté du plan qui coupe cette molécule en 2, en l'occurrence, ces 2-là se trouvent du même côté du plan, on va dire sur le plan supérieur, à ce niveau-là, alors on aura un composé de type 6. Si par conséquent, les 2 plus gros substituants, les plus volumineux, sont de part et d'autre du plan, comme ceci, on aura un composé trans. Et c'est tout ce qu'il faut retenir pour ceci. On pratiquera ceci au travers d'exercices. Et maintenant, on va regarder le dernier type d'isomérie, à savoir des isoméries optiques. Et on va notamment voir ce que sont des énantiomères et diastéréoisomères. Je vais d'abord commencer par te définir c'est quoi des diastéréoisomères. Ce sont des molécules qui ont une disposition spatiale différente autour d'au moins un carbone asymétrique. Ces composés ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Cette définition te dit peut-être rien, mais c'est pas grave, en pratique, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et la deuxième définition, qui concerne les énantiomères, ce sont 2 molécules chirales, images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Eh bien, ce sont des énantiomères. Et chose importante, j'ai fait une vidéo dédicacée principalement aux énantiomères, une assez longue vidéo d'ailleurs. Du coup, je ne vais pas trop m'étaler sur cette notion d'énantiomère, surtout pour les règles de priorité, Can, Ingold et Prolog. Mais pour ceci, je te renvoie vraiment à la vidéo, et elle est vraiment complète et bien faite. Du coup, ici, pour vraiment expliquer rapidement quand même un petit peu, des énantiomères, ce sont des images qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais si on prend une de ces molécules et qu'on essaie de la superposer à l'autre, c'est-à-dire on va prendre ceci tel quel, et on va vraiment la prendre et essayer de la mettre sur le même plan, comme si on mettait 2 cartes de la même face l'une au-dessus de l'autre, et bien en fait, tu vois bien qu'il y a un problème.
Ici, le bleu, eh ben, si on dépose, il va pointer sur le vert, c'est-à-dire qu'il est non superposable. De même que ici, à ce niveau-là, de vert, pardon, il va pointer sur le bleu. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas superposables, mais elles sont bien images l'une de l'autre dans un miroir, comme tu peux le voir à ce niveau-là. Et donc, en fait, ceci permet de différencier, ou plutôt de définir deux types d'énantiomères. On va avoir ce qu'on appelle des énantiomères R et des énantiomères S qui dépendent comme on va dire, comme tout à l'heure, par rapport, on va dire, au numéro atomique. Ça va donner un certain ordre de priorité. On va regarder notamment le carbone, enfin, plutôt l'atome le plus lourd, en l'occurrence ici l'oxygène. Il va donc avoir la priorité numéro 1. Ensuite, on va regarder le deuxième qui est le plus lourd. Dans ce cas-ci, on a deux carbones, on a ce carbone et ce carbone. On peut se demander lequel choisir. Si on regarde ceci de plus près, on va donc avoir un carbone qui est lié à un hydrogène, CH3, et ce carbone, ça va être un carbone lié à un hydrogène, mais également à un autre carbone. Et par conséquent, ici, on va regarder des premiers voisins, et celui-ci a comme voisin un carbone, il aura la priorité numéro 2, et enfin, forcément, celui-ci aura la priorité numéro 3, et le numéro 4, c'est l'atome d'hydrogène, qui est très important, doit être derrière pour respecter l'ordre de priorité. S'il ne se trouve pas derrière, comme indiqué par ces petits pointillés, alors il faudra inverser l'ordre de priorité pour donner la réponse, mais je te renvoie à la vidéo que j'ai faite par rapport à ceci. Du coup, ici, ça tourne dans le sens horlogique, ça sera donc R. Et dans le cas contraire, c'est exactement pareil, sauf que si ça tourne dans l'autre sens, ça sera S. Il faut bien que tu comprennes que pour avoir un diastéréoisomère, on a besoin au moins de 2 carbones asymétriques. 2 carbones dans la molécule qui ont 4 substituants différents. Et chose également très importante, on va pouvoir dire d'une molécule qu'elle est diastéréoisomère seulement en comparant avec une autre molécule. On ne peut pas dire à partir d'une seule molécule c'est un diastéréoisomère, elle doit être diastéréoisomère par rapport à une autre molécule. Et donc on va regarder ceci de plus près et on va regarder en fait les relations ici que j'ai présentées. Si on regarde cette molécule ici avec cette molécule ici, en fait, dans ce cas-ci, ça ne sera pas des diastéréoisomères. Pourquoi? Parce que leurs centres asymétriques sont totalement inversés. Ici, on passe de RR pour ces deux carbones à SS. Dans ce cas-ci, on a des énantiomères car il y a eu inversion complète. Par contre, si ici, on a, on va dire, inversion d'un des deux carbones, mais pas tous, je veux dire, on n'a pas une inversion totale des centres asymétriques, comme ici, on va conserver R à ce niveau-là, et ici on aura S. Dans ce cas-ci, on aura des diastéréoisomères. Et si on revient à la définition précise, les diastéréoisomères sont des molécules qui ont une disposition spatiale différente autour d'au moins un carbone asymétrique, c'est-à-dire ici, on a une disposition spatiale qui est différente autour d'un carbone et pas tous. Parce que si c'était tous des carbones, alors dans ce cas-ci, on aurait eu un énantiomère comme on l'a eu dans ce cas de figure. J'essaie vraiment d'expliquer au plus simple pour vraiment que tu comprennes cette notion. Et chose très importante par rapport aux diastéréoisomères, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux diastéréoisomères? C'est parce que les diastéréoisomères, à contrario des énantiomères, eh bien, les diastéréoisomères, on peut les séparer physiquement. Physiquement, oui, chimiquement, il y a des méthodes de séparation, la chromatographie, etc. Par contre, c'est pas possible de séparer des énantiomères. Voilà pourquoi on aime assez souvent transformer des énantiomères en diastéréoisomères, ce qui permet de les séparer. Et c'est très 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 important, surtout en chimie organique, dans les méthodes de synthèse. Du coup, on va regarder un dernier exemple très très rapidement. On va comparer. Allez, je prends une autre couleur parce que ça commence à devenir un peu rempli. On va comparer cette molécule-là, la molécule 1 avec, on va dire, la molécule 4. Ici, on avait R pour ce carbone, R pour ce carbone, on parle bien de ces deux carbones-là. Ici, ici on a S pour celui-là. Du coup, on a inversion. Celui-ci, on a quoi? On a R. On a eu inversion ici que un des deux carbones asymétriques. On n'a pas une inversion totale. Dans ce cas-ci, alors, on aura entre ces deux molécules une relation de diastéréoisomérie.
isomères. Voilà, ceci c'était pour les 3 types de stéréoisomères, à savoir les isomères de conformation, les isomères de configuration et enfin les isomères optiques qui contiennent des énantiomères et des diastéréoisomères. Maintenant, on va faire un petit exercice très rapidement pour que tu comprennes un peu cette notion et après ce sera la fin de la vidéo. Chose importante avant l'exercice que je n'ai pas mentionné, je vais revenir à ce niveau-là. Il faut savoir que des composés ici de type trans, on peut également les appeler des isomères de type E. Et ceux de type 6, on peut les appeler ici isomères de type Z. C'est pour ça que dans l'énoncé qui va suivre ici, on va demander, dites si les molécules suivantes possèdent une isomérie ZE, ou plutôt une isomérie 6 trans, c'est pareil, et le cas échéant, indiquer de quelle forme il s'agit. On va donc regarder ceci ensemble. On va d'abord essayer de définir si ces molécules sont des isomères de ce type ou non. Et en fait, le mieux pour visualiser, c'est de développer en fait la structure de cette molécule, parce que comme ceci, ça peut être un peu compliqué à visualiser pour certaines personnes. On va donc dessiner la double liaison. On va dessiner les 2 hydrogènes, ces 2 hydrogènes à ce niveau-là. Ici, il y a un hydrogène, c'est cet hydrogène porté par ce carbone, et ce carbone porte également tout ceci que je vais écrire comme cela. On va donc avoir CH2, qui est lui-même lié à CH3. Bon, je déborde un peu vers le bas. Je vais faire plus simplement. Je vais écrire, allez, CH2 comme ça, CH3. Donc, est-ce que ceci est un isomère de type ZE? Non. Pour quelle raison? Parce que sur ce carbone-là, il porte ici 2 fois le même atome. Du coup, il est impossible d'avoir une isomérie de type Z et E, tout simplement. On va maintenant regarder le deuxième cas. Je vais développer la structure. Ici, on a la double liaison, on a CH3, CH3. Ici, on va avoir sur ce carbone un hydrogène et on va avoir également, allez, C2H5. Est-ce qu'on peut avoir une isomérie? La réponse est encore non, parce qu'on a 2 fois de même atome porté, enfin 2 fois de même groupe d'atomes, ici dans ce cas-ci porté par le même carbone, ce qui permet donc pas de définir une isomérie de type Z ou E. On va maintenant passer sur le dernier exemple en espérant que cette fois-ci on aura une isomérie. On va regarder les substituants. Tac, ici, enfin on dirait que ça coïncide. Du coup, on va regarder ici les priorités, à savoir quel groupe possède, on va dire, les atomes les plus lourds. Mais avant ça, je reconfirme que ici, on va bien avoir une isomérie. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en fait, que ce soit sur ce carbone ou sur ce carbone, les substituants portés par chaque carbone sont différents. Ce carbone porte 2 substituants différents et ce carbone porte 2 substituants différents. Tout simplement. Maintenant, on va essayer de définir si c'est Z ou E. Je vais tracer ici une image miroir et on se rappelle que si les substituants les plus gros sont de part et d'autre, alors on aura une isomérie de type E. Si par contre ils sont du même côté du plan, on aura une isomérie de type 6, mais on va voir ceci en pratique, ce sera plus simple. Donc, de ce côté, porté par ce carbone, on a ceci qui est forcément le plus lourd parce que Z2CH3 est plus grand que Z2H. Maintenant, on va essayer de comparer l'autre ici à côté. Ça va être un peu plus complexe et je vais ici détailler un petit peu. On a donc ceci, avec ici CH3, ici hydrogène. Je vais développer la structure à ce niveau-là. On aura CH, CH, je vais mieux faire. Tac, tac, CH. On aura CH, CH, CH. Maintenant, on va regarder sur d'autres carbones. Il va me manquer de la place, mais je vais faire de mon mieux. On va donc avoir ici CH, CH et un autre carbone. On va donc avoir CH, CH et un autre carbone, comme ceci. Et on va vérifier qu'on a bien ici 7 hydrogènes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Donc, si on regarde au niveau des premiers voisins,
je vais prendre une autre couleur. On a donc ce carbone ici. On va donc avoir ici comme premier voisin un carbone, un carbone. Ce carbone ici porte un hydrogène et un carbone comme voisin. Celui-ci porte un hydrogène et un carbone comme voisin. Du coup, c'est identique. On ne peut pas encore dire lequel est le plus lourd. On va donc regarder des voisins suivants. Et si on regarde au niveau des voisins suivants, ben, celui-ci va avoir quoi? Il va avoir un hydrogène. Celui-ci va avoir un hydrogène et un carbone. Celui-ci sera donc forcément beaucoup plus lourd. On va donc avoir de Z de C3H7 qui sera supérieur au Z de C2H5. On va donc avoir les deux éléments les plus lourds, les deux groupes d'éléments d'atomes les plus lourds, comme étant celui-là et celui-là, et les deux sont de part et d'autre du plan. On aura donc une isomérie de type E ou trans, c'est exactement pareil. On va donc maintenant passer à l'exercice numéro 2, où on va nous demander d'indiquer si les molécules suivantes sont chirales, si oui, préciser leur configuration absolue de type R ou S. On va regarder la première molécule, et on va d'abord regarder si elle est chirale. Pour définir ces molécules chirales, elle doit avoir 4 substituants différents, autrement, elle doit posséder un carbone asymétrique. Autour de ce carbone, on a un groupement méthyle, un atome de chlore, un atome d'hydrogène et un atome de fluor. On a donc bien 4 substituants différents, et ceci est donc un carbone asymétrique, et on note ce petit astérix pour signifier que c'est un carbone asymétrique. Maintenant, pour préciser de quelle nature d'énantiomère il s'agit, R ou S, j'ai fait une vidéo dédicacée par rapport à ça, mais je vous fais un rapide rappel. On va regarder le numéro atomique. On va avoir le numéro atomique du chlore qui va être plus élevé que le numéro atomique du fluor, qui lui-même est plus élevé que le numéro atomique du groupement CH3. On ne va pas regarder celui de l'atome d'hydrogène, c'est le plus faible, et on va regarder dans quel sens ça tourne. On va donc avoir ici, je vais prendre une autre couleur pour différencier, on va donc avoir ici le 1, on va donc avoir ici le 2, et on va donc ici avoir le 3. Ça tourne donc dans ce sens-ci, c'est le sens anti-horlogique. Mais attention, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, lorsque l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire le numéro 4 le plus faible, se trouve pointe vers l'avant, comme ici, eh ben, en fait, il faut faire en sorte que ça pointe vers l'arrière. Et si le fluor pointe vers l'arrière, eh ben, en inversant les deux, on va avoir le contraire et l'atome d'hydrogène va pointer vers l'arrière. Et dans ce cas-ci, on doit tenir compte de cette inversion qu'on va faire mentalement. Et dans ce cas-ci, alors la vraie orientation devient non pas ceci, mais devient dans le sens horlogique, et du coup ça sera R. Donc pour faire simple, hein, vous n'avez pas besoin d'imager ça structurellement dans votre esprit, retenez simplement que quand l'atome d'hydrogène pointe vers l'avant, on doit le remettre vers l'arrière, et du coup ça va changer le sens d'orientation qu'on avait calculé, à savoir qu'initialement on avait calculé S, du coup ça sera tout simplement le contraire R. Voilà. Maintenant on va regarder la deuxième molécule, et ici ça va être très rapide. Si on imagine un plan de symétrie à ce niveau-là, en fait, la molécule possède un plan de symétrie de part et d'autre de ce plan, des deux régions ici. Je vais mieux faire. Ici, les deux régions sont similaires. On a un parfait plan de symétrie, et du coup, la molécule est achirale. Une des raisons pour qu'une molécule ne soit pas chirale, c'est qu'elle doit posséder un plan de symétrie, ce qui est le cas ici. On va donc maintenant passer au dernier exercice. Pour chaque paire de molécules suivantes, indiquer si elles sont des énantiomères ou des diastéréoisomères. Très bien. On va d'abord devoir définir si les carbones asymétriques sont R et S. Je vous donne les réponses directement, mais vous pouvez vous amuser à calculer. Faites attention, lorsque l'hydrogène pointe vers l'avant, il faut inverser le sens de rotation. À savoir qu'ici, on aura R et S, et ici, on va avoir S et R. Et entre les deux molécules, est-ce qu'on a des énantiomères ou des diastéréoisomères? En fait, ici, on a entre les deux molécules une inversion totale de chaque centre asymétrique. C'est-à-dire que le R, que je vais ici mettre en rouge, le R devient S, et ici en bleu, le S devient R. On a donc affaire ici à ce qu'on appelle une paire d'énantiomères. Maintenant, on va regarder le cas de la deuxième molécule. Dans cette deuxième molécule, je vous laisse faire vos petits
vos petits comptages, mais on a ici S et S. Et ici, pour cette deuxième molécule, ben, c'est exactement la même molécule finalement que la première. On va donc avoir ici R et S. Et si on compare centre asymétrique par centre asymétrique, on passe de S à R, ok. Mais on passe à ce niveau-ci de S, ben en fait on reste à S, et donc ici on va avoir ce qu'on appelle une paire de dia-stéréo-isomères. Et voilà, ceci c'est la fin de l'exercice. On va faire un petit récap rapide de tout ce qu'on a vu pour ce deuxième type de stéréoisomères, à savoir les isomères spatiaux. Ils se différenciaient des isomères de constitution de par le fait que ces stéréoisomères changeaient plutôt par d'orientation spatiale des molécules, alors que les isomères de constitution, c'était des connectivités différentes. Et dans ces stéréoisomères, il y avait notamment les isomères de conformation, où on avait une rotation autour d'une liaison simple, carbone-carbone, ce qui découlait en des conformations éclipsées ou décalées. On a vu des isomères de configuration, où cette fois-ci, on avait des composés des alcènes, c'est-à-dire des composés avec des doubles liaisons carbone-carbone, et on pouvait définir des conformations de type cis, qui sont également Z, ou bien de type trans, qui sont également E. On a vu ensuite des isomères optiques, notamment les énantiomères et diastéréoisomères. Et dans ce cas-ci, c'était important de savoir de quel type d'énantiomérie il s'agissait au niveau de chaque carbone asymétrique. Et de là, on pouvait faire des comparaisons pour savoir si on avait affaire à des diastéréoisomères ou non. Du coup, voilà, ceci c'est la fin de la vidéo. J'essaie d'être assez bref sur une notion qui prend normalement beaucoup de temps. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, ça fera super plaisir. Et moi, je te dis prends soin de toi et à bientôt.